Bonjour à tous et merci de nous retrouver nombreux pour la suite de notre émission avec Norin Chai. Pratiquant bouddhiste et vétérinaire, spécialiste de la faune sauvage, Norin Chai nous a parlé la semaine dernière de sa double vocation, soigner les animaux et au-delà contribuer à réduire la souffrance de tous les êtres. Ce métier conjugué à sa pratique bouddhiste lui permet de faire des liens entre le monde animal et celui des hommes, de comprendre combien les animaux peuvent nous mettre sur la voie de la sagesse. Pourquoi nous font-ils du bien ? Comment peuvent-ils être inspirants pour nous, eux qui ne connaissent que le temps présent, qui ignorent le mensonge et qui témoignent d'altruisme? Ce seront autant de questions que nous allons poser aujourd'hui à notre invité. Norin Chai, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été moine bouddhiste à 20 ans dans la tradition Theravada du Cambodge. Oui. Vous initiez à la méditation toutes sortes de groupes dans le monde entier. Oui. La pratique bouddhiste vous guide donc en tout, et notamment dans votre métier. Vous êtes vétérinaire spécialiste de la faune sauvage depuis près de 30 ans. Vous allez au chevet d'animaux en détresse partout, y compris en France. Et puis, vous avez fondé l'association Yabumba pour la protection des espèces. Vous êtes aussi auteur, conférencier et même animateur d'émissions télévisées animalières. Merci d'être à nouveau avec nous sur ce plateau ce dimanche. Alors, on va savoir un petit peu pourquoi les animaux nous font du bien dans un premier temps. On a tous remarqué, en tout cas ceux qui vivent avec des animaux ou en contact d'animaux, qu'il y a une communication avec ces êtres qui dépasse les mots. Comment ça s'explique ? Tout simplement par le fait que l'animal, lui, il est lui. Il est. Et c'est pourquoi on est si bien avec l'animal, pourquoi les animaux nous font du bien, c'est parce qu'en fait, ils nous ramènent à notre propre nature, qui est l'être, sans jugement, sans discrimination. On est juste bien parce qu'on peut être enfin nous-mêmes, être. Donc c'est un contact finalement tacite des émotions ? C'est un contact tacite avec nous-mêmes. Nous sommes des animaux. Biologiquement, zoologiquement, c'est un fait. Factuellement, nous sommes des animaux. En revanche, nous avons cette capacité, qui est une capacité positive, d'abstraction, de pensée, de mental, qui nous permet de faire tellement de choses. Mais en même temps, en nous focalisant sur notre mental, on oublie notre corps, notre être, et on est dans le faire et non pas dans l'être. Et on oublie que nous sommes des êtres émotionnels. Et le contact de l'animal nous ramène à cet état émotionnel. Donc effectivement, oui, il y a une grande partie émotionnelle, bien sûr. Un langage des émotions. Un langage des émotions, qui est un langage tout simplement le plus authentique de tout être vivant, qui est avant tout une somme d'émotions qui migrent en fonction des aléas de ce qu'il rencontre. Alors concrètement, les animaux nous font du bien parce qu'on a l'impression qu'ils ont le sens de la maladie. Dans votre livre Sagesse animale, vous précisez que certains animaux peuvent prendre soin de leurs congénères, peuvent soigner effectivement, peuvent dans certaines situations même détecter la maladie de certains humains. Oui. Alors, ce sont des dons. C'est pas forcément des dons, ce sont des capacités. Ce sont des capacités. Oui, qui sont totalement naturelles, que nous avons nous aussi. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire lorsqu'on voit un animal, un éléphant qui va soigner un autre éléphant, un chimpanzé qui soigne d'autres espèces. Il y a rien d'extraordinaire, c'est que on oublie cette capacité de casser les barrières, de casser des dogmes, des étiquettes, se dire « Ah, c'est dingue, hein, il y a un éléphant qui soigne une autre espèce animale. » Mais non, il n'y a rien de dingue, c'est naturel. Et ça nous ramène à notre propre capacité de soigner tous les êtres. L'animal, les autres animaux, autres que humains, soignent comme nous le soignons aussi. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste que l'animal nous rappelle que nous sommes aussi cela, que nous ne soignons pas simplement les autres, mais aussi nous-mêmes et des autres espèces. Vous avez des exemples, peut-être, vous qui côtoyez énormément d'animaux, et qui avez vu ou entendu parler de cas un peu extraordinaires, on peut le dire, sur justement ces cas de soigneurs, ces animaux qui viennent soigner les âmes, par exemple, de certains êtres humains qui ont des problèmes d'autisme ou de vieillesse. Alors, déjà, il y a plusieurs niveaux. L'animal possède des capacités, encore une fois, naturelles, à détecter certaines modifications physiologiques qui ne sont pas forcément
table avec d'autres instruments modernes. Par exemple, les chiens, on sait qu'ils peuvent détecter des cancers, ils peuvent détecter des épilepsies, avant même que un IRM peut détecter. Donc, il y a même des chiens qui sont éduqués pour justement appeler, ou du moins créer des signes d'alerte pour le propriétaire, avant même que lui s'en rende compte. Et donc, le propriétaire, donc le chien détecte, il alerte. Le propriétaire a le temps d'appeler le SAMU ou les services avant de tomber en crise convulsive. On sait qu'il détecte le Covid. Donc, il y a plein de capacités chez l'animal à détecter donc, des phénomènes physiologiques qu'on ne trouverait pas forcément avec des instruments, on va dire, classiques. Et ensuite, vous parliez de soigner l'âme. En fait, oui, on a des cas où lorsqu'on a des personnes comme autistes ou même en difficulté. En dépression, par exemple. En dépression ou en difficulté sociale. On les amène en contact avec des animaux et progressivement, ils vont lâcher. Ils vont lâcher prise, ils vont lâcher cette contrainte, cette angoisse ou ce carcan en fait social pour se retrouver vers l'essentiel. Et c'est très connu, c'est ce qu'on appelle la médiation animale, ce serait l'équithérapie, c'est dans toutes ces médiations qui permettent d'aller mieux. Oui, parce qu'au-delà de la maladie, effectivement, on peut être attendri par un animal, on peut avoir envie de rire, parce qu'il y a des situations comiques de scènes animalières. Voilà, on peut être émerveillé. Enfin, ce sont toutes sortes d'émotions sincères qu'on peut éprouver au contact des animaux. Le mot, c'est sincère, effectivement. L'émotion qu'on va éprouver envers un animal, il sera forcément sincère. Il n'y a plus d'apparat, il n'y a plus de phare, il n'y a plus de maquillage. Et c'est là où la magie, en fait, se crée. Et la magie, on se rend compte, c'est que c'est naturel. Plus c'est naturel, et plus c'est justement authentique, et plus c'est thérapeutique. Oui, parce que justement là, on marche vers le thème principal, la sagesse animale. On s'aperçoit que cette sincérité, ça veut dire que les animaux sont dans le juste, ils ne mentent pas, ils apparaissent tels qu'ils sont. Alors, ils apparaissent tels qu'ils sont, oui et non. Ah. Mais oui, parce qu'il y a de la stratégie, il y a de la manigance, il y a même de l'hypocrisie. Ah bon? Ah bah oui, j'en ai sur des orang-outans, sur des chimpanzés, sur des éléphants, pas trop les éléphants, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le mensonge, lui, il n'est jamais envers lui-même. L'animal ne se ment jamais. Il est toujours authentique. Il va avec l'environnement, peut-être manigancé, on parle de mensonge, mais lui, il sait toujours qui il est. Faites un parallèle avec l'humain. Il y a aussi la gestion du temps. Oui. Les animaux, eux, on a l'impression qu'ils sont dans le temps présent. C'est-à-dire que contrairement à nous qui pouvons avoir des angoisses de l'avenir ou des regrets du passé qui nous font souffrir, eux n'ont pas de soucis de cet ordre-là, de souffrance. Exactement. Alors là, pareil, c'est une question de gradation par rapport à la conscience temporelle. On peut très bien avoir une vision globale où effectivement l'animal vit toujours le moment présent. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir, et de façon pragmatique, ce qui est vrai. Et dans ces cas-là, il n'est pas pollué par des souvenirs qui vont justement enlever son énergie. Parce que il y a pas l'existence même du passé n'existait pas pour lui et il n'a pas de futur. Mais c'est pas si vrai que ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'animal, pour faire très simple, l'animal nous montre que la temporalité elle-même est relative et que si on va plus loin dans ce sujet-là, on se rend compte que le temps n'existe pas. Et on rentre dans une dimension beaucoup plus vaste où cette temporalité, en fait, elle est déjà spécifique. Chaque animal possède une notion de temps qui lui est propre et que ce temps-là, il est jamais pollué, il est toujours rempli d'une existence qui est soit potentielle, soit, on va dire, pragmatique, mais elle est toujours présente dans un but précis. Il ne va pas se morfondre sur des choses qui n'existent pas. C'est toujours une existence potentielle. Donc c'est assez complexe, mais pour être plus simple, c'est que lorsqu'on voit les animaux, lorsqu'on voit le monde animal, on se rend compte, on prend conscience que cette notion même de temporalité, elle est très subjective et fondamentalement humaine et non pas universelle.
Alors un autre grand thème cher au bouddhisme, l'altruisme et l'empathie. Oui. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce qu'on peut dire que les animaux sont altruistes? Alors j'entends souvent parler de ça, effectivement, ça c'est ma vision personnelle, hein. Dès qu'on parle d'altruisme, de quoi parle-t-on? D'ego. L'animal n'est pas forcément dans l'ego tel qu'on l'entend. Il est dans une connexion la plus adéquate possible avec son environnement et de ce qu'il est, lui. Donc, effectivement, dans certains cas, il va montrer des phénomènes altruistes, mais pour lui, c'est naturel. Il n'y a pas d'altruisme. C'est une fluidité. C'est nous qui allons donner des étiquettes d'altruistes ou autres, parce que j'ai des chimpanzés, des bonobos qui sont altruistes, alors que d'autres, pas les bonobos, mais d'autres, par exemple des lions ou même d'autres sociétés de primates, sont purement agressives. L'espèce la plus agressive de mammifères, c'est pas l'homme, c'est le suricate. Et vous voyez que progressivement, que la nature animale, elle est ce qu'elle est. C'est nous qui allons donner des étiquettes. Donc parler de tout ça, c'est on va progresser lorsqu'on prend conscience que ce sont des étiquettes que nous donnons. Alors, dernière petite étiquette, Oui. parce que le temps nous presse, mais est-ce qu'on peut parler de tolérance chez les animaux? Parce que là aussi, vous dites qu'il n'y a pas de jugement, ils ne vont pas manifester de ségrégation, de discrimination envers l'un de leurs congénères. Est-ce que vous avez des exemples? Alors oui et non. Ah. Oui, les choses sont pas simples parce que la vie est complexe. Donc tolérance, oui, évidemment. Tolérance dans le sens où l'animal s'en fout de savoir comment vous vous habillez, qui vous êtes réellement en fait. Par exemple, lorsque je fais une amputation sur un tigre ou sur un chien, une fois qu'il est réveillé, il va se balader comme ça, il va pas être rejeté. Il va être rejeté en revanche s'il ne répond pas à des codes spécifiques. Donc, il est tolérant dans le sens où la nature même, il s'en fiche comment vous êtes. En revanche, il va être intolérant si ça va entraver sa propre survie et son propre code. Mais alors, pour conclure, Norin Chai, Oui. est-ce que finalement, on a perdu quelque chose, nous, les êtres humains, par rapport à les animaux que nous étions, pour ne plus être dans le vrai, pour ne plus être dans la temporalité? Alors, ce qu'on a perdu, en fait, c'est l'authenticité. Et on a perdu, en fait, une part de nous-mêmes. Si on devait faire un mémo de ce qu'il faudrait retenir en 15 minutes, l'idée, c'est que la sagesse animale nous apprend que ça ne sert à rien de chercher à être bien ou à être heureux ou le bonheur. L'idée, c'est de chercher à enlever ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. C'est le meilleur message de sagesse, puisque nous avons tout pour être authentique. L'idée, c'est de ne pas chercher, mais d'enlever ce qui nous empêche de l'être, en fait. Être nous-mêmes. Être nous-mêmes. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Norin Chai, d'avoir été notre invitée durant ces 2 week-ends. Merci beaucoup. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques livres en lien avec notre émission. Tout d'abord, Sagesse animale, comment les animaux peuvent nous rendre plus humains, de notre invitée Norin Chai aux éditions Stock. Une étude passionnante sur les 1001 qualités des animaux qui peuvent nous inspirer pour retrouver la sérénité du temps présent, le rythme de notre corps et le sens de l'altruisme. Construit sur des exemples extraordinaires pris chez tout type d'animaux, ce livre est une révélation qui peut bouleverser notre façon d'être au monde. Les animaux, ces messagers au grand cœur de Shaina Lebeau, édition Le Souffle d'Or. On trouvera ici une approche intuitive de la communication avec les animaux. L'auteur propose de rapprocher les humains et leurs animaux grâce à une méthode de dialogue qui n'utilise pas les mots. Et puis le Bouddha à 4 pattes de Dirk Grosser, édition Le Relier, un témoignage inédit et drôle sur la façon dont le chien de l'auteur l'a accompagné et inspiré au quotidien dans sa quête de sens sur la voie de la sagesse. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant 1 mois sur France.tv. Très heureux dimanche à tous et bonne semaine. Merci.